Chers maîtres, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureux d'ouvrir ce soir le cycle des entretiens d'ici consacrés au pouvoir des mots. Je le suis d'autant plus que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir l'avocat au Conseil d'État et à la Cour, maître Bertrand Perrier, enseignant en art oratoire, mais également écrivain, j'y reviendrai. Cher maître, votre présence ici arrive également à point nommé, un mois après mon invitation à la conférence Berrier de la Maison des avocats, et non Perrier, ou du moins pas encore, à laquelle vous avez également participé en 2019 en qualité d'invité d'honneur. Je pense que vous ne me démentirez pas si cette tradition mélange des registres disparates. Il était de mon devoir de maire d'ici de m'y rendre. C'est la deuxième fois d'ailleurs. Un petit peu avant moi, il y avait eu Mauroy, qui avait été très choqué du ton et qui avait quitté la salle. Vous vous rendez compte ? Oh, c'était pas un méchant homme, mais enfin. Comme vous le savez, ici, on entretient des liens étroits avec les défenseurs du droit dont vous êtes, puisque nous accueillons depuis 2013 la prestigieuse école du barreau de Paris, mais aussi la fac libre de droit de Lille et d'ici. Aussi était-il tout naturel que la puissance des mots bénéficie ici d'un éclairage itinérant. Ces prochains mois, nous l'aborderons à la lumière de son utilisation dans la littérature et les engagements politiques, comme ceux de Zola ou de Voltaire. Nous verrons comment le récit construit l'humanité des mythes grecs et romains que chaque génération s'approprie, aux contes pour enfants, ces récits qui sont nos premiers compagnons de route, emplis de significations cachées. Nous évoquerons aussi le storytelling avec le directeur de recherche du CNRS, Dominique Volton, ou encore la dystopie avec le journaliste Laurent Bazin et bien d'autres réjouissances. Mais ce soir, c'est avec vous que nous aborderons, maître Perrier, l'art du mot juste. Vous êtes l'un des maîtres en la matière et y avez dédié plusieurs ouvrages. Dans La parole est un sport de combat, vous écrivez « C'est d'un lexique fourni que naît la nuance », encourageant les parents à troquer les lectures des contes contre celles du dictionnaire à leurs enfants à l'heure du coucher. Jongler avec la langue française relève pour vous aujourd'hui un véritable plaisir, comme vous l'écrivez dans Sur le bout de la langue, où vous évoquez votre plaisir à jouer avec la langue, choisir le mot le mieux adapté dans un garde-manger, un garde-parler, richement fourni. Paradoxalement, vous l'avez écrit, le goût de la parole n'a rien eu d'évident pour vous. Sciences Po, HEC, DEA en droit de Panthéon-Assas, barreau de Paris, au cours de vos études, vous n'éprouvez pas le besoin d'avoir une activité plaidante. Puis, vous vous réconciliez avec la parole en devenant avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Par votre propre discours, vous démontrez, et j'y vois un magnifique message, qu'on ne naît pas orateur, mais qu'on le devient. Désormais, vous enseignez l'art oratoire à Sciences Po et HEC, sur les bancs que vous avez connus en tant qu'élève, et formez les participants du programme Eloquentia, lequel désigne chaque année le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Pour conclure, je n'aurai pas ici l'outrecuidance de rappeler quelques bons mots dont j'ai le privilège et la paternité, et partagerai avec vous plutôt une délicieuse répartie de Charles Talleyrand. Alors qu'il boitait, une dame attentive atteinte de strabisme prit poliment de ses nouvelles. « Comment allez-vous, monseigneur » et Talleyrand de répondre « Comme vous voyez, madame ». Il me reste à vous souhaiter à toutes, à tous une agréable et enrichissante soirée. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre accueil. Effectivement, je viens un peu en voisin, doublement. D'abord parce que vous l'avez rappelé, l'école d'avocats est ici sur votre commune, et également parce que je suis clamartois d'origine et que j'ai donc passé les 25 premières années de ma vie à Clamart. Voilà, et donc c'est un peu un retour aux sources. Mes parents y habitent toujours, et donc pour moi, ici les Moulineaux est toujours un point de passage important dans
ma vie. Je suis donc ravi de revenir vous voir pour vous parler effectivement de cette question de l'importance du mot juste et au-delà de la force de la parole, puisque c'est ce qui me paraît absolument essentiel dans une année électorale où précisément la parole politique va se déployer, où les débats politiques vont se déployer, où le lexique va aussi se déployer, où peut-être un peu de communication politique, qui est probablement l'antithèse de la parole politique, va se déployer. Et on pourra aborder cette question du rapport entre la communication et la parole, si vous le souhaitez. Donc je crois, et je parle sous le contrôle de Madame Liatzé, que je peux vous ennuyer encore, disons, une demi-heure, trois quarts d'heure, et que ensuite, lorsque je vous aurai achevé, eh bien, les quelques survivants pourront poser des questions pour que notre réunion prenne un tour véritablement d'échange. Alors, vous avez cité Talleyrand, monsieur le maire, sur le bout de la langue, ce livre qui est maintenant un petit peu ancien pour moi, puisqu'il a 2 ans. Et donc, c'est tout le paradoxe, c'est que vous m'invitez pour parler de ce livre sur le bout de la langue, alors que je viens d'en publier un autre hier. Donc, il y a une sorte de télescopage et de diachronie qui est pour moi un peu vertigineuse. Mais dans ce livre sur le bout de la langue, je raconte cette anecdote que j'aime beaucoup. À l'époque de Talleyrand, le saumon était un bien extrêmement recherché et extrêmement cher. Et le fait de pouvoir servir à sa table du saumon était quelque chose d'une marque de puissance absolument exceptionnelle. Et Talleyrand, qui n'était pas en reste pour montrer sa puissance, avait souhaité montrer qu'il était capable non pas de servir à ses convives un saumon, mais 2 saumons. Sauf que le problème, c'est qu'il n'avait pas assez de convives pour qu'ils soient nourris par 2 saumons. Et donc, qu'a-t-il fait pour montrer qu'il était en capacité de servir non pas un qui aurait suffi, mais 2 saumons? Eh bien, au moment où il a appelé le maître d'hôtel avec le premier saumon, il lui a intimé l'ordre de chuter. Et donc, il a mis le saumon par terre, ce qui lui a permis de servir le second saumon. Comme quoi, voyez-vous, monsieur le maire, les signes extérieurs de richesse dans le monde politique ne sont pas d'hier, et que le fait de montrer comme cela, par l'opulence de sa table, la puissance de son pouvoir politique est de l'histoire ancienne. Alors, vous l'avez rappelé, j'exerce le métier d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Et à l'origine, j'ai longtemps refusé l'oralité qui est consubstantielle à ce métier. Le métier d'avocat, iconiquement, dans l'appréhension que vous en avez tous les uns et les autres, est probablement un métier qui a intimement partie liée et naturellement partie liée avec la parole. Vous êtes, comme tout le monde, passionné de faits divers. Vous savez que les Français n'ont plus que ça devant leurs yeux, des faits divers, des avocats, des gardes à vue. Enfin, il y a une passion morbide pour le fait divers. Et d'ailleurs, je reconnais bien volontiers avoir exercé le métier d'avocat par passion du fait divers également, mais aussi par voyeurisme. Il y a évidemment dans notre profession quelque chose de l'exploration du tréfonds des âmes humaines, et le fait de regarder par le trou de la serrure la vie des autres fait partie du métier d'avocat. Et je confesse bien volontiers que pour moi, ça a été un peu moteur dans mon choix professionnel, mais lorsque j'ai étudié à l'école, non pas à l'école de la mairie à Clamart, qui était quand même mon alma mater, mais même un peu après, j'ai 50 ans bientôt, et je dois dire que l'enseignement de la prise de parole était très dégradé. On n'enseignait pas en réalité la prise de parole en public, tout simplement. Nous sommes issus d'une génération où l'enseignement portait essentiellement sur l'épreuve écrite, et que nous avons fait des dissertations, et que même les épreuves orales que nous avons pu passer les uns et les autres au baccalauréat, d'abord on les a passées si on était au rattrapage, ce qui n'était pas glorieux, mais ça montre bien aussi l'estime que l'on avait pour l'oral. On le passait si on avait entre 8 et 10 et qu'on avait besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire pour pouvoir avoir son baccalauréat. Et indépendamment de cela, l'oral que l'on passait n'était qu'une oralisation de l'écrit. En réalité, on ne faisait rien d'autre que donner une forme orale à un propos qui avait déjà été rédigé. Et donc, je crois de ce point de vue-là, et on pourra y revenir également si vous le souhaitez, que la création du grand oral du baccalauréat par Jean-Michel Blanquer, qui est l'une des 2 seules épreuves qui se sont tenues au baccalauréat cette année, constitue une vraie révolution. Alors, pour dire clairement les choses, je suis très favorable à cette épreuve, avec ses imperfections aussi, mais je crois qu'elle rompt avec cette tradition, en quelque sorte, monomaniaque de l'écrit, mais qui est une tradition ancienne d'ailleurs. Si on revient un peu, on m'a dit que vous étiez un public très cultivé, donc je fais un peu d'histoire, c'est le moment flatterie.
toujours un peu de démagogie dans une salle comme celle-ci. Monsieur le maire ne me démentira pas. Tout ça pour dire, oui, les avocats sont naturellement impertinents. Et c'est pour ça que vous êtes allé à la conférence Berrier d'ailleurs, parce qu'il y avait du répondant, et que vous en avez aussi. Tout cela pour dire que, en réalité, jusqu'en 1902, les plus anciens s'en souviennent, la classe de première s'appelait la classe de rhétorique. Et donc, en effet, la rhétorique, c'est-à-dire l'étude des discours anciens, faisait partie de la formation classique de l'ensemble des élèves. Simplement, pourquoi est-ce que ça s'est perdu ? Eh bien, tout simplement parce que, en 1902, vous voyez l'époque, on est dans une époque de positivisme, on est dans l'époque d'Auguste Comte, et on considère finalement que la parole, ça n'est pas quelque chose de très rationnel. C'est quelque chose d'un peu romantique, on se laisse aller à ses passions, on se laisse aller à l'exposition de soi. Et donc, finalement, ce qui est plus rigoureux que la parole, c'est l'étude des textes. Et que là, véritablement, on est dans un raisonnement plus rigoureux. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de 1902, la classe de première cesse d'être la classe de rhétorique et qu'on y substitue une classe d'étude des textes classiques et non pas de la parole et des techniques rhétoriques. Et donc finalement, nous sommes aujourd'hui encore, et je vais raconter un souvenir amusant qui est un souvenir de l'école d'avocats à laquelle véritablement vous avez donné un tour déterminant parce que nous végétions rue de Charenton et grâce à vous, monsieur le maire, j'ai l'occasion de le dire, nous avons enfin une école à la mesure de notre profession. À l'école des avocats, j'ai eu mes premiers cours de prise de parole en public, parce que là, pour le coup, il était quand même normal qu'au seuil du barreau, on nous donne quelques rudiments, mais même à Sciences Po, on n'avait aucun enseignement de la prise de parole en public, et à l'école d'avocats, c'était assez amusant, donc pas ici les Moulineaux, mais rue de Charenton avant, c'était des comédiens qui enseignait aux avocats la prise de parole en public. C'est assez curieux de voir que... Alors, je ne dis pas que les deux prises de parole et les deux modes de prise de parole n'ont pas des parentés, bien sûr, mais ça n'est pas du tout identique que de dire le texte d'un autre ou de dire un texte dans la vraie vie. Au théâtre, on sait qu'Antigone va mourir et on va néanmoins voir la pièce parce que la pièce vaut pour elle-même. Dans un procès, la parole vaut par l'incertitude qu'elle essaye d'influencer. On parle parce qu'on espère que notre parole sera, comme l'on dit, performative, c'est-à-dire qu'elle aura un impact sur le monde réel. Et donc, et vous voyez bien que les deux paroles n'ont pas du tout le même objet. Et d'ailleurs, je fais une digression. Vous avez vu le succès absolument incroyable du spectacle de Richard Berry, Plaidoirie, qui mettait en scène donc des plaidoiries d'affaires célèbres du type Zied et Bouna, du type l'affaire Ranucci, l'affaire des bébés congelés, etc. C'est assez vertigineux pour nous les avocats de se dire qu'une plaidoirie qui est destinée à un juge pour influencer sa décision dans un climat d'incertitude sortirait du prétoire, sortirait de son destinataire naturel, qui est le juge, pour être un objet théâtral, alors même qu'on connaît la fin et qu'elle vaudrait hors de son enjeu même, qui est d'être tendue vers l'idée de convaincre. C'est tout à fait différent. Et d'ailleurs, vous savez bien que Cicéron distingue les trois fonctions de la parole, plaire, émouvoir, convaincre, et donc à cela, évidemment, correspondent des styles de parole. La parole judiciaire est une parole qui est destinée à convaincre. Or, si on la sort du prétoire et qu'elle n'est plus destinée qu'à plaire, c'est pour nous une révolution totale. C'est-à-dire que la parole aurait, indépendamment même de son enjeu de conviction, une valeur par elle-même, ce qui est tout à fait vertigineux pour la parole des avocats, qui est normalement éminemment circonstancielle, contextuelle, et finalement, c'est cela qui est beau dans la parole, me semble-t-il, c'est qu'elle présente un caractère éphémère. C'est aussi ce qui fait qu'elle est effrayante, parce que dans l'écriture, et vous avez rappelé que, effectivement, j'ai un peu écrit, contraint et forcé par un éditeur vorace, un éditeur, disons, et finalement, quand on écrit, alors c'est assez amusant d'ailleurs, parce que quand j'écris, je vais vous faire un aveu, l'écriture pour moi est quelque chose de l'ordre de la souffrance, parce que je suis comme cet élève un peu cancre que j'étais à l'école de la mairie à Clamart. Si j'avais été ici les Moulineaux, j'aurais été un meilleur élève, mais mes parents n'étaient pas assez riches.
Oui, vous ne vous ménagez pas, hein, vous allez regretter finalement. Et donc, en réalité, pour moi, lorsque j'écris, je rature en permanence. Et c'est finalement toute la différence entre l'écrit et l'oral. Quand vous écrivez, vous ne rendez votre écrit que lorsque vous l'estimez parfait. Et vous ne savez pas ensuite qui le lira. L'écrit n'est pas dédié. Vous ne savez pas quand, ni où, ni par qui. Vous serez lu. L'écrit, c'est une bouteille à la mer. Alors que l'oral, ce qui est beau dans l'oralité, je trouve, c'est son caractère éphémère et son caractère dédié. Je vous parle, ma parole n'est pas enregistrée, donc elle n'est que pour nous. Elle meurt et elle naît en même temps. Et ce que je dis aujourd'hui, je ne le dirai pas demain, je ne le dirai pas hier. Et la parole est infiniment dépendante de celui qui l'écoute. Et Montaigne dit bien que la moitié de la parole tient dans l'interlocuteur. Et en vous parlant, je vous regarde. Et dans vos regards, je sais quand je vous lasse ou quand je vous amuse. Et donc, inévitablement, ça me conduit à adapter mon propos. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'il y a une rhétorique du Covid, puisque nous autres avocats qui avons l'habitude de plaider devant des juges qui inévitablement, par leur mimique, nous renvoient des signaux, là, et c'est votre cas aujourd'hui également, vous me renvoyez plus rien puisque je n'ai que des rectangles bleus face à moi. Et finalement, c'est très déstabilisant, alors que, je ne sais pas si vous savez cela, mais les mentalistes savent ça. Vous savez, ceux qui décèlent dans vos micro-mouvements du visage une approbation ou un refus. J'ai appris cela récemment. Il y a dans notre visage 48 micro-expressions qui sont susceptibles d'être décelées et qui dénotent des sentiments que vous voudriez cacher, mais qui sont évidemment très utiles pour ceux qui savent les décrypter. C'est la même chose avec ce qu'on appelle la synergologie. La synergologie, c'est l'art de décrypter les gestes. Vous savez que dans la parole, et je vais faire une petite digression là-dessus, tiens aussi, il y a évidemment les mots, mais il y a aussi les gestes, il y a ce qu'on appelle le non-verbal, qui concourt également à la force de la parole. Et puisque encore une fois vous êtes un public exigeant, je vais vous servir quelques chiffres. Vous connaissez peut-être ce professeur de psychologie américain qui s'appelle Albert Mehrabian. Albert Mehrabian était professeur à l'université de Californie dans les années 60. Et Albert Mehrabian a fait une expérience absolument passionnante et qui va être utile à tout le monde, vous allez voir. Albert Mehrabian a cherché à évaluer dans un discours la force respective de persuasion de 3 canaux. Le langage qu'il appelle non-verbal, c'est-à-dire le geste, le regard, la posture, l'attitude générale. Ça, c'est ce qu'il appelle le non-verbal. Ensuite, le paraverbal. Ce qu'il appelle le paraverbal, c'est la voix. Pour dire simplement les choses, c'est les inflexions de la voix, ce qu'on appelle la prosodie. Et puisque vous êtes des gens infiniment cultivés, c'est ce qu'on appelle la protase, l'acmé et l'apodose. Alors là, si vous jouez au Scrabble, les amis, vous allez gagner des mots contre triple. Donc, vous ne le saviez pas, c'est comme Monsieur Jourdain. Hein. Donc, ça fait plusieurs années que vous pratiquez la protase, l'acmé et l'apodose. Eh bien, la protase, l'acmé et l'apodose, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ce sont les vagues de la voix. La protase, c'est quand on monte. L'acmé, c'est au-dessus. Et l'apodose, c'est quand on redescend. Voilà, au rage, aux vieillesses ennemies, que j'ai donc vécu pour cette famille. Voilà, vous avez fait une protase, une apodose en pas cher. Donc, ça, c'est le langage paraverbal. Et puis, au final, le langage verbal, c'est-à-dire les mots eux-mêmes. Et donc, il a fait une expérience qui est assez scientifique en réalité, et même totalement scientifique. D'ailleurs, on ne peut pas trop l'extrapoler, mais ça vous donne une idée. Il en ressort que dans la force de persuasion du discours, cette force passe à 55% par le langage non verbal. C'est-à-dire que plus de la moitié de la force, de ce que l'on retient, de ce qu'on l'on aime chez quelqu'un ou pas, eh bien, c'est le non-verbal. 38% passe par le paraverbal, et donc, puisque vous avez fait des mathématiques, 7% passe par le verbal à proprement parler. Et donc, vous voyez bien qu'un orateur, il est d'abord vu, ensuite entendu comme une musique, et enfin compris. Et donc, dans vos prises de parole, je vous invite à veiller à cela. Et de ce point de vue-là, c'est absolument frappant de voir. Il y a une étude aussi absolument passionnante qui est parue récemment dans la Harvard Business Review, donc très chic. Et la Harvard Business Review a montré que, et ça c'est très important, on a fait une étude auprès de gens qui sont spécialistes de ressources humaines, donc qui ont l'habitude
d'évaluer les gens avec la parole, évidemment, mais tout de même. Eh bien, il ressort de cette étude, qui est une étude très récente, en 2019, qu'au bout de 7 mots, la personne est capable de vous assigner à une catégorie socio-professionnelle avec un degré d'exactitude supérieur au hasard. C'est-à-dire qu'en 7 mots, vous avez déjà tout dit de vous. En tout cas, dit suffisamment pour qu'on vous assigne à une catégorie socio-professionnelle sans tant de risque d'erreur que cela. C'est assez vertigineux. Mais il faut aussi le prendre en compte dans l'idée que les premiers mots sont absolument essentiels. C'est ce qu'on appelle l'exorde en rhétorique, c'est-à-dire le fait de capter l'attention, de capter aussi la bienveillance. On pourra revenir sur ces techniques rhétoriques qui nous amènent au début d'une intervention à chercher immédiatement, soit par l'hommage rendu à un public, soit par une blague, soit par, vous avez une conférence sur le storytelling, soit par le fait de raconter une histoire. Mais finalement, c'est aussi pour ça que la parole fait peur. Parce que comme je le disais tout à l'heure, dans l'écrit, je ne le rends que lorsque je l'estime parfait. Alors que dans la parole, puisque je ne crois, à titre personnel, à la parole que si elle est improvisée et que je n'aime que l'improvisation dans la parole, parce que c'est le risque, c'est l'adrénaline, c'est l'incertitude. Je ne connais pas ma prochaine phrase, je vous le promets. Et c'est ça qui m'excite dans la prise de parole. Je ne fais pas pareil dans les tribunaux, rassurez-vous. J'ai un peu travaillé avant. Mais véritablement, vous voyez que dans la parole improvisée, eh bien, il y a inévitablement quelque chose du risque. Et ce que je crois pour ceux qui ont peur, c'est normal d'avoir peur. Il y a probablement parmi vous des gens qui ont peur de prendre la parole en public et qui se disent « mais moi je n'y arrive pas ». C'était mon cas. Je vous le dis très clairement. J'ai cherché, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, à faire le métier d'avocat d'abord de façon non plaidante parce que je me disais que d'abord la plaidoirie était quelque chose de l'ordre du cirque. Je considérais que plaider c'était effroyablement vulgaire, que probablement le droit, et ça la formation universitaire est assez trompeuse, on nous fait étudier le droit comme les mathématiques, comme si c'était une science exacte. Or, le droit n'est pas une science exacte, il y a toujours la part d'humanité qui grippe les choses et qui fait que la parole peut apporter ce supplément d'âme que l'écrit n'apporte pas nécessairement. Mais il y a inévitablement une tension particulière dans la parole qui est liée au fait que vous n'avez pas de seconde chance. Vous n'avez pas de seconde chance. C'est fait, c'est fait. On ne rembobine pas. Je pense que Emmanuel Macron, quand il fait « c'est notre projet », il n'a qu'une envie, c'est de rembobiner. Seulement, c'est fait, c'est fait. Et donc, c'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Et maintenant, il a énormément progressé, évidemment, grâce à des coachs vocaux. Mais vous voyez que dans la parole, il y a quelque chose de la fragilité qui, pour moi, rend la parole inoubliable. Parce que lorsque vous parlez, et c'est ce qui fait aussi la différence avec l'écrit, d'abord, parler, c'est faire le deuil de la perfection. C'est faire le deuil de la perfection. On n'est jamais parfait quand on parle. On accroche, on hésite. C'est le signe de l'humanité quand on parle. Alors qu'évidemment, dans l'écrit, si on a le temps, eh bien, le devoir est d'être parfait, en tout cas à sa propre mesure. Mais c'est vrai qu'il y a dans l'écriture, si vous voulez, la grande différence pour moi entre l'écrit et l'oral, c'est que l'écrit se résume au message. Dans l'écrit, je n'ai que les 7% par hypothèse. Je n'ai pas une voix et je n'ai pas un corps. Donc tout est dans les mots. Et c'est pour ça que j'ai écrit aussi ce livre sur le mot juste, qui s'appelle « Sur le bout de la langue », je vais revenir dans quelques instants. Mais c'est pour ça que les briques que constituent les mots pour la langue, et plus évidemment on a de briques, plus on construit une belle et haute maison, eh bien, ces mots-là enrichissent notre pensée. Et évidemment, il y a toute la question de savoir, qui m'emmène un petit peu loin, de savoir si c'est la pensée qui précède ou si c'est les mots qui précèdent. Est-ce que c'est les mots qui incarnent la pensée ou est-ce que finalement ce sont les mots qui font naître la pensée? Vous savez à ce propos, je vous redonne un petit chiffre, que les dictionnaires, disons les plus classiques, recensent environ dans la langue française 60 000 mots. Environ. Alors, vous avez des puristes, vous avez des dictionnaires un peu spécialisés, etc. Mais grosso modo, retenez comme un ordre de grandeur que dans la langue française, il y a environ 60 000 mots. Et que dans la vie quotidienne, nous en utilisons exactement 10%. Donc, il y a évidemment une partie immergée de l'iceberg, qui est évidemment la richesse de notre langue. Et comment l'élargir? Il n'y a pas 36 façons, par la lecture et par la fréquentation des autres orateurs. Et la lecture est évidemment la mécanique vivante de l'orateur.
Et là, je vous vois, madame, qui vous tournez vers votre fils en disant, tu vois, c'est pour ça que le monsieur a bien fait de dire qu'il fallait que tu lises. Et oui, absolument. C'est là que vous voyez que vous êtes en réalité totalement en danger, parce que vous croyez que je vous parle et en réalité, je vous regarde. Et je vois à quel point tu souffres, je vois à quel point on t'a traîné à cette conférence, je souffre avec toi, je suis en pleine empathie, la petite fille s'est déjà endormie alors que toi tu n'y as pas encore réussi, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il y a entre nous une interaction alors que vous croyez que je monologue, en réalité nous dialoguons. Et donc tout cela pour dire qu'il y a dans la parole une singularité qui est qu'elle ne se résume pas au message. Quand vous parlez, et donc vous en faites l'expérience quotidiennement, vous jugez non pas seulement un propos, mais vous jugez une personne. Ça fait une demi-heure que je vous encombre, et vous vous dites, bah lui, bon, oui, il est marrant, il n'a pas travaillé, ce qui est juste, en tout cas le fait que j'ai pas travaillé, et vous vous faites une idée de ma personnalité. Et c'est ça qui est frappant, c'est que dans la parole, et c'est pour ça que ça fait peur, c'est que ce que vous mettez en jeu, c'est toute votre personne. C'est toute votre personne. Votre physique, votre regard. Et donc, c'est assez vertigineux de se dire que, en réalité, des mots, je peux raturer, mais ma personne, je ne peux pas la changer. Et donc, c'est extrêmement cruel. Mais vous en faites l'expérience quotidiennement, c'est-à-dire que vous jugez aussi les autres. Et au mois de mai prochain, on va probablement vous demander de juger des gens dans un isoloir. Et donc, vous jugerez des gens sur leurs paroles. Parce que, là aussi, ça c'est formidable. Je crois, on parle de la parole, de la liberté d'expression, etc. La liberté d'expression, notre capacité à dire les choses, c'est le signe de la démocratie. Plus la parole est libre, plus le débat est nourri, plus nous sommes en démocratie. Enfin, l'idée d'une dictature est amusante, mais ridicule. Enfin, précisément parce qu'on peut dire qu'on est en dictature, c'est qu'on n'y est pas. Et donc, évidemment que nous ne sommes pas sous dictature, puisque nous avons une liberté de parole qui n'est pas illimitée, et tant mieux à certains égards. Mais évidemment, la vivacité de la parole est un signe essentiel de la vitalité démocratique de notre pays. Donc, pour vous dire un petit mot sur le fait que la parole vous classe, parce que ce que je voulais vous dire aussi, c'est ça, hein, quand je vous dis qu'on se fait une idée des gens, et c'est la raison pour laquelle, précisément, depuis quelques années, vous l'avez rappelé gentiment, monsieur le maire, c'est vrai que j'enseigne la prise de parole en public. Alors, c'est assez vertigineux pour moi parce que je ne l'ai jamais appris. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. À propos des comédiens qui nous enseignent la prise de parole en public, ça c'est très amusant. Donc, vous voyez bien qu'il y a une parenté, mais pas seulement. Disons, il y a une sorte de tronc commun et des branches distinctes entre la parole du comédien et la parole de l'avocat. Et donc, c'était des comédiens qui nous enseignaient la prise de parole en public. C'est une troupe de comédiens, et parmi lesquels, des comédiens qui cachetonnaient, évidemment, ils avaient besoin de payer leur loyer. Et parmi les jeunes comédiens, qui à l'époque, je vous parle de ça dans les années 90, puisque je suis déjà un avocat un peu vieillissant, eh bien, dans les années 90, il y avait une troupe d'avocats parmi lesquels se trouvait un jeune homme qui a formé toute une génération de jeunes avocats à la prise de parole en public, et qui s'appelait Franck Dubosc. Comme quoi, vous voyez qu'il y a des vies inattendues. Et donc, tout cela pour dire que, effectivement, je n'étais pas du tout voué à enseigner la prise de parole en public. Pourquoi je l'ai fait ? D'abord parce qu'on ne me l'a jamais appris. Et que moi, je l'ai appris sur le tas. Alors, ce sont les clients qui en ont pâti. Maintenant, c'est prescrit. Puis, monsieur le maire n'avait pas encore changé pour me choisir. Mais c'est maintenant fait. On tenait à l'officialiser ce soir pour que la commission des marchés publics prenne acte de ce changement. Et tout ça pour dire que je n'avais pas du tout l'idée d'exercer l'avocature de façon plaidante, et que, à un moment, quand on est avocat, ça vous chatouille. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font des études de droit ou qui envisagent de faire des études de droit. C'est peut-être pour ça qu'on t'a traîné là, mon pauvre vieux. J'ai plein de compassion. Et donc, il y a inévitablement dans le métier d'avocat quelque chose qui relève de la défense. Quand je dis qui relève de la défense, ça me rappelle que mon premier stage d'avocat, précisément, je l'ai fait à la défense. Il n'y avait rien de plus antinomique que la défense de la défense. C'était horrible. J'étais dans une tour. Ils étaient albinos. Ils n'avaient jamais vu le jour. Ils sortaient, ils ne savaient pas s'il faisait jour ou s'il faisait nuit. Et je me suis dit, bah non, là, c'est pas possible. Et donc, ça m'a titillé, et j'ai passé, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affection pour ça, j'ai passé des concours d'éloquence. Et monsieur le maire, vous disiez que vous aviez été invité à la conférence Berryer, qui est un de ces concours d'éloquence que les avocats font entre eux, qui sont des joutes qui n'ont aucun sens, aucun intérêt, juste le plaisir du mot, du bon mot, du partage, du mot vain,
mais voilà, habile, adroit. C'est un entraînement pour l'audience aussi, hein, mais voilà, les avocats cultivent encore cela. Et donc j'ai passé des concours d'éloquence, et puis après, bon voilà, ça s'est enclenché de cette façon. Mais ce que je veux dire, pour ceux qui sont très timides, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. D'abord, si vous êtes très timide, eh bien, vous êtes majoritaire. Quand on fait une étude sur la hiérarchie des peurs des Français, eh bien, la peur de la prise de parole vient souvent en premier avant la peur de la mort. C'est-à-dire que les gens préfèrent être dans le cercueil que faire l'éloge funèbre. On est mal. Et donc, vous voyez bien que cette peur est extrêmement répandue, et que véritablement, si vous avez peur, c'est normal, et je dirais même que c'est sain. J'ai peur à chaque fois que je prends la parole en public. Même maintenant, pour dire clairement les choses, j'ai pas très peur, mais voilà, je suis un peu concentré sur ce que je fais, même si j'ai pas l'air. Et donc, quand je suis au tribunal, évidemment, c'est encore pire, puisque d'une part, je ne parle pour quelqu'un qui m'a confié ses intérêts, et ensuite, je parle avec un enjeu. Donc, évidemment, il y a une tension qui naît de cela inévitablement. Et donc, la parole est beaucoup plus intense. Mais donc, si vous avez peur, vous êtes d'abord majoritaire, et ça se soigne. Vraiment. Ça se soigne en faisant des exercices et des jeux. Alors, c'est le moment placement de produit, puisque vous pourrez acquérir à la sortie peut-être cet ouvrage sur le bout de la langue que j'ai écrit donc il y a 2 ans. Et si vous êtes vraiment dans la modernité la plus ultime, vous pourrez acquérir en rentrant chez vous sur Amazon, enfin sur Amazon, pas sur Amazon bien sûr, mais sur Cultura, parce que vous êtes français et que vous défendez les librairies françaises. Et peut-être qu'il y a d'ailleurs des librairies ici de Moulineau, il faut vraiment aller chez les libraires. Le libraire, c'est tout ce que ne fait pas Cultura. Et donc, vous pourrez acquérir le suivant qui s'appelle Sauf qui parle. Alors, sur le bout de la langue, en fait, pour vous dire un peu ce que c'est, sur le bout de la langue, c'est un petit dictionnaire personnel. C'est assez amusant, en fait, je vais vous donner les coulisses du truc. Donc, j'avais écrit un premier livre qui s'appelle « La parole est un sport de combat ». Et la parole est un sport de combat, ça racontait une aventure, parce que j'enseigne la prise de parole en public en Seine-Saint-Denis. J'enseigne ça à des loulous du 9-3. Pourquoi est-ce que j'enseigne ça à des loulous du 9-3 ? Parce que très honnêtement, si j'enseigne pas la prise de parole en publication SPO, c'est pas très grave, ils sont déjà très bons, ils ont déjà été sélectionnés, il n'y a pas de problème. Alors que dans le 9-3, là, c'est vraiment important. Parce que la parole est un marqueur social. La parole peut vous enfermer, elle peut vous stigmatiser, surtout dans ces quartiers. Et encore une fois, vous jugez les gens inévitablement lorsqu'ils vous parlent, et rien qu'avec un accent, rien qu'avec une prosodie, vous vous êtes fait une idée de la personne. C'est peut-être cruel, c'est peut-être inexact, c'est peut-être partial, c'est peut-être partiel, c'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. Et donc j'enseigne la prise de parole en Seine-Saint-Denis, parce que je crois que c'est notre mission, à nous avocats qui sommes des professionnels de la parole, que de partager ça avec des jeunes gens qui en ont terriblement besoin pour leur ascension sociale, pour leur insertion sociale, économique, au-delà, citoyenne, humaine, personnelle. Donc j'enseigne ça, et c'est ce que raconte sur le bout de la langue. Et puis, pardon, ce que raconte sur la parole est un sport de combat. Parce que j'ai considéré que c'était un sport de combat véritablement. D'abord parce que ça implique le corps, hein. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose de physique dans la parole, et puis le sport de combat aussi sur soi-même. Enfin bon, bref, on pourra revenir sur ce titre si vous le souhaitez. Et sur le bout de la langue, alors c'est tout à fait différent, parce qu'en réalité, sur le bout de la langue, dans la parole est un sport de combat, j'ai trouvé le titre en rédigeant. C'est-à-dire que j'avais un autre titre, et en rédigeant, je me suis dit, tiens, ça va s'appeler La parole est un sport de combat. Sur le bout de la langue, c'est tout à fait l'inverse. On m'a proposé d'écrire un deuxième livre. J'ai dit, oui, d'accord, ça s'appellera Sur le bout de la langue. Et ce sera quoi ? Je ne sais pas. Mais c'est le miracle de l'écriture, hein. Et puis là, le troisième, c'est comme dans le premier, donc ça s'appelle Sauf qui parle. Et c'est sur le pouvoir de la parole de changer des destins. Parce que je crois que la parole peut changer des destins, changer des vies. Et donc, dans Sauf qui parle, en réalité, je vais revenir sur le bout de la langue qui nous rassemble, mais dans Sauf qui parle, en réalité, j'ai interrogé des personnalités célèbres, très célèbres, ou totalement inconnues, mais dont je considérais qu'elles avaient avec la parole un rapport fécond, et que probablement la parole avait changé leur vie. Soit la parole qu'ils avaient écoutée, soit la parole qu'ils avaient émise, parce que la parole, elle change la vie dans les deux sens. La parole qui change la vie, c'est celle qu'on profère, et c'est celle qu'on écoute. Moi, il y a plein de paroles qui ont changé ma vie. Par exemple, mon maître, qui est un avocat suisse, qui s'appelle Marc Bonan. Si vous n'avez jamais entendu parler de Marc Bonan, eh bien, allez voir sur vidéo, sur YouTube ou sur tout site de vidéo ce que fait Marc Bonan, qui est un orateur absolument exceptionnel, qui m'a tout appris. Je lui dois absolument tout, et notamment le goût
de l'improvisation, parce que quand je passais les concours d'éloquence au barreau, en fait, c'était pas des concours d'éloquence, c'était des concours de lecture à voix haute. C'est-à-dire que les gens arrivaient avec un texte qu'ils déclamaient. Et c'est aussi un exercice, hein, mais j'aime aujourd'hui l'improvisation parce que mon maître Marc Bonan m'a initié aux délices de cette improvisation. Et donc, dans Sauf qui parle, j'ai rencontré des gens qui ont avec la parole vraiment par exemple, j'ai rencontré Guillaume Gallienne. Guillaume Gallienne qui raconte, le comédien évidemment, son rapport absolument incroyable avec la parole. Pour lui, la parole, c'est vital. En réalité, c'est un gamin complètement écorché. Il raconte qu'il a une maîtrise du langage absolument incroyable, tout petit. Et il raconte que, donc c'est une interview qu'il a faite juste pour moi, hein, c'est totalement exclusif, il raconte qu'un jour, il va avec sa classe à Versailles, il y a une guide, et en fait, c'est lui qui fait la visite. Et qu'il est comme ça, que c'est un peu un singe savant, et qu'en même temps, il est complètement marginalisé. Et que la parole, pour lui, va être décisive. D'abord, il va être muet pendant des années, à tel point qu'on va l'envoyer en Angleterre pour qu'il y ait un changement d'atmosphère et même de langage. Et puis quand il revient à Paris, il dit aussi qu'il fait, je trouve ça assez fascinant, et c'est aussi ce que dit Marc Bonan, il dit qu'il parle énormément parce qu'il pense qu'on attend de lui qu'il parle. Et donc il dit, moi je parle comme les poulpes jettent de l'encre, beaucoup, très vite, en une fois pour me protéger. Et je trouve ça assez fascinant. Et puis il parle aussi dans ce livre de l'expression Guillaume et les garçons à table. Et il dit, mais en fait cette expression elle est complètement réversible, parce que je lui dis, mais quand même Guillaume et les garçons, enfin, vous êtes un garçon, et en fait il y a Guillaume et les garçons, et donc vous n'êtes pas reconnu dans votre statut de garçon, c'est quand même une expression horrible. Et il m'a répondu, oui, mais moi au moins j'ai un prénom. Et oui. Et donc, voilà, donc il y a Guillaume Gallienne qui raconte comment la parole l'a littéralement sauvé. Il y a Guillaume Meurice, qui est l'humoriste que vous connaissez, et qui parle aussi d'un épisode marrant de l'histoire de France. Là, c'est le moment où je reviens à un public extrêmement cultivé, extrêmement pointu, que j'ai peut-être un peu abandonné avec mes blagues de carabin. En fait, je ne sais pas si vous savez qui est Triboulet. Triboulet était un bouffon du roi. Et Triboulet, un jour, a dit du mal de la reine. Et là, ça, c'est pas possible. Et donc, le roi l'a condamné à mort. Et le roi lui a simplement dit, écoute, je te fais une faveur, tu as simplement le droit de me dire de quoi tu vas mourir. Et Triboulet a répondu, je vais mourir de vieillesse. Ça a fait rire le roi, il l'a gracié. Et c'est le prétexte du roi n'avait pas ri et le roi s'amuse. Et donc voilà, une parole qui a sauvé. Je raconte, mais il y a des paroles de gens très célèbres. J'ai rencontré par exemple Vicente Lizarazu. Ça c'est pour toi, tu aimes le football, parce qu'évidemment c'est une heure que tu t'ennuies, donc c'est le moment friandise. Donc il y a Vicente Lizarazu, tu sais, second poteau Pavard. Le mec dit, mais moi en fait au bord des terrains, je parlais assez bien. Et donc, tu vois, Stéphane Guivarch, il vend des piscines, et puis moi, je suis à la télé. Et donc, évidemment, dans la reconversion d'un sportif, c'est pas tout à fait la même chose entre celui qui parle bien et celui qui parle moins bien. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de cultiver l'art de bien parler. Donc voilà, il y a toute une série de portraits. Il y a évidemment celui qui est un peu aussi au centre de l'actualité en ce moment, Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, qui parle évidemment de la parole religieuse, hein, comment est-ce que le prêche, comment le secret, comment la parole est recueillie dans l'Église. Donc voilà, c'est ça. Et puis sur le bout de la langue, c'est un petit dictionnaire personnel en fait. C'est les mots de ma vie. C'est les mots un peu surannés, qu'on va chercher, qu'on a un peu oubliés. C'est un peu des billets de blog en fait, sur les mots qui m'accompagnent dans mon existence. Donc c'est par chapitre, par thème. Donc il y a les mots du droit, évidemment. Et alors par exemple, je vais vous raconter une histoire qui ouvre le livre pour vous donner envie de l'acheter. Voilà, 2 € pour moi, hein, donc c'est quand même essentiellement l'éditeur qui est intéressé. En réalité, ce qui m'intéresse par exemple, c'est la parole cryptée. Et je vais vous raconter cet épisode qu'on se raconte entre nous les avocats, parce que on a notre jargon, et toutes les professions ont leur jargon. Alors voici une scène qui est réelle. Voici une scène dans un tribunal. Le juge dit à l'avocat, maître, vous déposez. L'avocat répond, Monsieur le Président, je suis corps présent. Et le juge dit, d'accord, mais par observation. Vous n'avez rien compris. Je décrypte. Le Président, maître, vous déposez. Bon, maître, on va pas s'emmerder à plaider, il y a 50 dossiers, vous allez me déposer votre écriture, je vais lire vos pièces et je rendrai ma décision, on va pas passer des heures à vous écouter. L'avocat, Monsieur le Président, je suis corps présent.
mon client est dans la salle, je ne peux pas faire autrement. Le président, d'accord, mais par observation, ok, mais faites vite. Voilà. Ça, c'est une scène qui est indéchiffrable pour le moldu du droit, mais qui, pour nous, veut dire beaucoup. Et donc, voilà, c'est ces petites scénettes, ces petits mots du droit, de la jeunesse, du sport, de la gastronomie, parce que j'adore la gastronomie et je considère que en fait, j'ai écrit ce livre un jour où j'ai été fasciné par un sommelier, dont j'ai considéré qu'il était le meilleur orateur du monde. Le type arrive à vous faire voyager sur des coteaux, sur des cépages. Ils ont une éloquence incroyable. Parce que finalement, si je reviens à un tout petit peu de pédagogie, et puis après je vais vous laisser la parole, ça sert à quoi la parole? Pour moi, l'éloquence, c'est pas du tout les ronds de jambes, ni les effets de manche. D'ailleurs, je vais vous raconter un truc que je raconte d'ailleurs Sur le bout de la langue. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'effet de manche? L'effet de manche, c'est pas juste métaphorique, c'est réel. L'effet de manche, c'est le fait que les avocats faisaient claquer les manches en satin de leur robe pour impressionner les juges. Et donc, vous voyez tous les robes d'avocats avec ces surplis, ces revers satinés, et donc on faisait claquer, et ça faisait bien dans le décor. Et puis un jour, les juges en ont eu assez. Ils sont allés voir les faiseurs de robes. Ils leur ont demandé d'ajouter un bouton, de sorte que les robes ne peuvent plus claquer. Et donc, ça en a été fini de l'effet de manche. Et vous voyez aujourd'hui que la parole, l'éloquence judiciaire s'est beaucoup transformée. Je ne sais pas si certains d'entre vous fréquentent les tribunaux. Je vous invite à le faire. Pour ceux qui aiment le droit ou s'intéressent à la question juridique, il y a beaucoup de fantasmes sur la justice, énormément sur la justice qui est laxiste, la justice qui est lente, etc. Je ne dis pas que c'est faux, je dis que c'est un peu exagéré, fantasmatique parfois. Je vous dis une chose, je pense toujours à ma mère quand je dis ça. Ma mère, qui était infirmière, donc elle n'a pas du tout de formation juridique, mais elle voulait savoir ce que je faisais comme métier, ce qui est sage pour une mère, savoir si son fils fait un truc à peu près respectable ou pas du tout. Quand elle m'a vu, elle a été définitivement convaincue que ce n'était pas respectable. Et donc, ma mère a voulu aller voir un procès d'assises. Et donc, je lui ai dit, bah non, pas moi, parce que, bon, quand même, mais j'ai un copain qui fait un procès, voilà, qui dure 4 jours. Ma mère m'a dit, bah, c'est très bien, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est parfait, j'irai lundi après-midi, c'est parfait, j'ai rien à faire. Elle est allée le lundi après-midi, elle est ressortie le jeudi soir, parce qu'elle voulait savoir la fin. Parce que c'est formidable, honnêtement. Allez voir ça, vous n'imaginez même pas. Je vous jure, hein, l'entrée est libre, la sortie aussi, du moins pour vous. C'est un privilège. Meilleure blague, vous avez vu, c'est pas forcément la meilleure, mais c'est celle qui prend le mieux, on ne sait pas pourquoi. Donc l'entrée est libre et la sortie aussi. Et honnêtement, faites-le, vous serez fasciné. À la fois par la justice de haute couture, des assises, et par la justice de fripe, qui est la comparution immédiate. Franchement, en tant que citoyen, la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Et en fait, vous en savez généralement rien. Bah, allez-y, allez passer une après-midi. C'est pas une après-midi perdue, à tous égards, parce qu'aussi vous êtes des justiciables potentiels. Tout ça pour dire que je sais pas du tout ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Donc Sur le bout de la langue, je raconte toutes ces petites expériences de parole, de la gastronomie, du sport, de la jeunesse, de la politique. On pourra parler un peu de parole politique si vous voulez, mais ça me gêne devant quelqu'un qui est pour le coup un grand orateur politique. Je le dis sans flagornerie parce que je me suis assez moqué pour ne pas être pris en flagrant délit de flagornerie. Mais en réalité, ce qui me frappe, et peut-être qu'on pourra échanger là-dessus, sur la parole politique avant de revenir à d'autres considérations, c'est que vous le savez, enfin vous le comprenez instinctivement, pour moi, la parole, c'est autant l'expression d'un message que l'expression d'une personnalité. Or, ce qui me frappe, mais vous avez probablement un avis plus avisé que le mien sur cette question, c'est que dans la parole politique, qui se réduit aujourd'hui à une communication politique, c'est-à-dire que la parole se réduit à l'élément de langage, c'est-à-dire qu'on véhicule une parole dont on n'est pas l'auteur, et qu'on est dans l'évitement de la personnalité. Les grands orateurs politiques, et c'est pour ça que je n'ai aucune hésitation à dire que vous en faites partie, les grands orateurs politiques, ce sont les orateurs singuliers. Ce sont ceux qu'on reconnaît immédiatement entre mille. Aujourd'hui, vous avez énormément de gens que vous ne reconnaissez pas parce qu'ils se considèrent comme dans l'effacement de leur personne par rapport au message qu'ils véhiculent. Et ils ne peuvent pas être des orateurs
puisqu'il ne court pas le risque de l'individualité, il ne court pas le risque de la différence. Et les grands orateurs, ce sont ceux qui sont reconnaissables au bout de 7 mots. Vous reconnaissez, je peux citer des noms, je n'ai pas de problème, indépendamment de toute considération partisane. Voilà, vous reconnaissez Jean-Luc Mélenchon, vous reconnaissez Christiane Taubira au premier mot. Et je ne suis pas sûr, pardon, mais que vous reconnaissiez Stanislas Guérini au premier mot. Voyez, et donc, il y a une évolution de la parole politique de ce point de vue-là. Et donc, tout ça pour dire que sur le bout de la langue, comme dans les 3 livres, je propose, c'est pas un argument de vente spécialement, mais je propose des jeux. Pourquoi est-ce que je propose des jeux? Parce que je considère que la parole, c'est d'abord quelque chose de ludique. Et que c'est par le jeu qu'on dépasse la peur. Et que c'est en le faisant, en le pratiquant. Et donc, j'ai dans celui-là, dans tous, et j'ai même sorti une boîte de jeux. Parce qu'on s'ennuyait tellement pendant le confinement. Et puis, c'était le grand moment du retour des jeux de société. Que je me suis aperçu qu'il n'existait pas de jeux de société sur l'éloquence. Et coup de bol, Marabout m'a proposé d'en faire un. Et donc j'ai créé le premier jeu de société sur l'éloquence avec des cartes de défi. Vous pouvez plaider pour, contre quelque chose, vous pouvez pitcher un projet entrepreneurial, vous pouvez faire des jeux d'improvisation, des textes à trous, enfin toutes sortes de choses. Et donc vous amusez avec la parole. Et donc, sur le bout de la langue, aussi, à la fin de chaque chapitre, il y a des mises en situation, des jeux, des défis pour vous exercer à prendre la parole en public. C'est vraiment une compétence essentielle. Et je reviens à cette question du grand oral du baccalauréat parce qu'elle me paraît significative d'un retour de la parole. Pourquoi est-ce que finalement tout ça a un succès? Pourquoi est-ce que vous avez choisi les mots écrits, mais aussi les maudits. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème-là? Parce que probablement on vit un grand retour de la parole, dont le grand oral est un élément, mais il y en a tant d'autres. Imaginez qu'on a organisé, pour sortir de la crise des Gilets jaunes, un grand débat. Il y a 20 ans, on aurait fait une commission Théodule, et puis ça aurait été terminé. Aujourd'hui, on a fait un grand débat. Je ne dis pas qu'il en est sorti davantage, mais il y a eu quand même l'idée de sortir de la crise par la discussion et par, objectivement, des performances oratoires qui étaient exceptionnelles, qu'on le veuille ou non. Il y a eu là des moments de parole très forts. Il y a eu un jeu télévisé en prime time, comme on dit en bon français, qui s'appelait le Grand Oral, qui est un concours d'éloquence. Imagine-t-on un concours d'éloquence à la télévision? C'est quand même invraisemblable. Je ne dis pas que ça fait une audience stratosphérique, mais il y a quand même plus d'1 million de personnes qui choisissent de regarder un concours d'éloquence. Parce que ça fascine. Ça fascine cette parole belle, parfois un peu artificielle, mais qui nous émerveille. Les spectacles autour de la parole, évidemment Richard Berry, mais Fabrice Lucchini, enfin tous les orateurs comme ça qui nous éblouissent et qui nous emmènent avec les mots, ont un grand succès. Et encore une fois, le grand oral, de ce point de vue-là, me paraît être l'occasion d'un rééquilibrage. Il ne vaut pas tant pour lui-même, ce grand oral, que parce qu'il représente dans le système scolaire. Il représente le fait que dans la vie, l'écrit et l'oral ont une égale importance. Et que finalement, tous les grands moments de la vie sont des moments de parole. Si vous réfléchissiez bien, les grands moments de votre vie sont des moments où la parole a une importance. Bien sûr, aujourd'hui, on s'envoie des mails. Bien sûr, aujourd'hui, il y a de l'écriture. Il y a même des images. Et votre génération, même la génération assoupie, sont, comme j'aimerais, cette génération vit de l'image, bien sûr. Mais pour autant, un entretien de stage, un entretien d'embauche, un entretien avec un banquier, un entretien pour avoir un engagement associatif, politique, ce qui est très important, ce qui fait le sel de la vie. Tout ça, ça passe par la parole. Vous voyez bien que la capacité de s'exprimer, alors, pas du tout, encore une fois, et je reviens à mon idée de l'effet de manche. Ah oui, voilà, j'ai retrouvé le fil. J'ai fait une digression, mais c'est pas grave.
Vous savez, la digression, c'est comme l'adultère, les départs sont faciles, c'est les retours qui sont complexes. Eh bien, en fait, pour moi, la parole, c'est pas du tout... Ne regardez pas derrière vous, madame, ça ne sert à rien. C'est votre mari, vous en faites pas. Et donc, tout ça pour dire que l'effet de manche n'a plus du tout cours aujourd'hui. Et ce que je crois, c'est que la parole, c'est deux choses, simplement. C'est se faire entendre et se faire comprendre. C'est tout. Je ne crois pas du tout, en réalité, je vais vous dire, je ne crois plus du tout à la parole esthétique. J'y ai beaucoup cru. La parole des concours d'éloquence, vous savez, un peu les figures libres, voilà, c'est un peu le dressage par rapport au galop. Je ne crois plus à la parole esthétique. Je l'ai beaucoup fréquenté dans les concours d'éloquence d'avocats parce que voilà, c'est celle qu'on nous apprend. Et en réalité, aujourd'hui, et vous verriez ça dans les tribunaux, plus personne n'a une parole esthétique. On a une parole efficace. Pourquoi est-ce qu'on a une parole efficace? Parce que dans les tribunaux, notre parole, elle est de plus en plus brève. Quand je vous dis par observation, c'est par observation. Et j'en ai encore été victime avant-hier. J'avais annoncé 10 minutes. À la 10e minute, le juge m'a fait... On est en confiance, hein, tout de suite. Mais malgré tout, je n'avais pas assez calibré ma parole. Et donc, je crois que vraiment, se faire entendre, avec ces techniques évidemment de storytelling, de ne pas lasser, de varier les climats, c'est très important. Un discours, c'est un arc-en-ciel. Un discours, ça doit passer par toutes les émotions. La gravité, l'humour, la poésie, la conviction. Et quand Cicéron dit plaire, émouvoir, convaincre, c'est pas plaire, émouvoir ou convaincre, c'est plaire, émouvoir et convaincre. Après, on pourra parler, c'est intéressant, ça nous amènerait assez loin, mais c'est intéressant de la question du rapport entre la parole et la vérité. Mais ça, peut-être qu'on en parlera avec vos questions. Parce que vous savez que la définition de Sénèque de l'éloquence, c'est dire le beau pour exprimer le juste. Donc il y a un rapport moral à la parole, qui n'est pas une parole sophiste, hein, c'est évidemment la question du Gorgias, mais évidemment, il y a un rapport entre le beau, mais qui ne sert à rien s'il n'exprime pas le juste. Et donc il y a un rapport éthique à la parole. Mais quand je dis se faire entendre et se faire comprendre, donc se faire entendre en ressuscitant l'attention, en ayant le mot qui tombe à pic, et puis se faire comprendre. Parce que finalement, pour moi, la parole, c'est ça. Aujourd'hui, l'éloquence, c'est expliquer simplement une question complexe. Ça n'est pas grand-chose d'autre. Vous avez des questions complexes, vous êtes dans un métier complexe, vous avez des convictions complexes, et simplement vous devez les rendre intelligibles. Et c'est ça, n'est rien d'autre que ça, la parole. Quand je dis le goût du mot juste, qu'est-ce que c'est le mot juste? C'est simplement le mot qui rend la pensée intelligible pour les autres. Donc, voilà, au-delà de cela, je ne crois pas beaucoup à la... Et je vais vous dire pourquoi. C'est pour ça que je n'aime pas l'expression art oratoire, qui me paraît être trompeuse et inutilement inhibante. Parce que quand on parle d'art oratoire, d'abord il y a une dimension d'art, donc d'esthétique, et donc de don. Et il est vrai que dans l'art oratoire, il y a nécessairement une composante de don. Je le vois, j'interviens dans des écoles, et d'ailleurs je suis intervenu il n'y a pas très longtemps au Collège de la Paix, parce que j'avais un ami, un parent d'élève, et je dois dire, je ne sais pas du tout quel est votre rapport avec le Collège de la Paix, mais ils y ont développé un enseignement de l'oralité extrêmement remarquable, tout à fait adapté et pertinent. Et je suis allé les rencontrer, et vous voyez immédiatement dans une classe qui est douée et qui n'est pas douée. Vous voyez immédiatement, en quelques mots, qui est doué et qui n'est pas doué. Et donc, il y a dans l'art quelque chose du don. Et c'est pour ça que j'aime pas ce mot-là, parce que je crois profondément que la parole n'est pas une question de don. Et vous le disiez, monsieur le maire, on ne naît pas orateur, on le devient. C'est une phrase de Cicéron, et ça me renvoie à, puisque vous aimez la gastronomie comme moi, à cette phrase de Brillat-Savarin, qui dit on devient rôtisseur, mais on est pâtissier. Vous le saurez quand vous ferez votre prochain repas dominical, mais rôtisseur, c'est du boulot, pâtissier, c'est un don. Eh bien, la parole, c'est un travail. L'art oratoire,
il y a une part de don irréductible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une part de travail, et même les plus grands pianistes font leur gamme. Mais c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on parle trop d'art oratoire. Et c'est pour ça que, désormais, je ne parle que d'une seule chose, c'est de prise de parole en public. Pour démystifier la chose. Je ne parle même pas d'éloquence. Je parle de prise de parole publique parce que c'est matériel. Il y a une parole, elle est publique, c'est de la prise de parole publique. Et de ce point de vue-là, c'est aussi pour vous dire qu'en réalité, c'est comme la prose de M. Jourdain. Prendre la parole publique dont vous vous faites une montagne, souvent, en réalité, vous le faites tous les jours, sans notes. Quand vous bavardez avec des gens, vous n'avez pas de papier. Autour du rôti dominical, vous n'avez pas de papier. Et donc, en réalité, l'éloquence, c'est quelque chose que vous pratiquez sans le savoir. Et donc, je vous invite évidemment à continuer à pratiquer cette parole librement, avec simplement, non pas le souci inhibant que pourrait constituer l'esthétique, parce que, vous voyez, il y a une image que j'emploie souvent, dans l'angoisse de performance, qui va souvent avec la prise de parole en public. On dit, je ne vais pas y arriver. En France, on est spécialiste de ça. Les anglo-saxons sont de ce point de vue-là totalement différents de nous. Les anglo-saxons, très jeunes, ont un enseignement de l'oralité, notamment avec la pratique de ce qu'on appelle le name and tell ou le show and tell. C'est-à-dire que chaque matin, un élève vient parler d'une personne, raconter une histoire, décrire un objet à l'ensemble de la classe, librement, et donc la parole devient quelque chose de très naturel, de très spontané, de très sincère. Et vous le voyez d'ailleurs, quand vous avez un reportage à la télévision, notamment sur les faits divers, vous voyez que quand le fait divers a lieu en France, on tend un micro, tout le monde s'en va. Aux États-Unis, tout le monde s'agglutine autour du micro. Et donc, il y a un rapport à la parole et à la spontanéité de la parole et à l'expression de soi dans la parole qui n'est pas du tout identique de chaque côté de l'Atlantique. Et donc, l'image que j'emploie autour de cette question de l'angoisse de performance, qui est une angoisse vraiment inhibante, c'est que souvent en France, on essaye de monter une échelle, sauf que le premier barreau est à 2 mètres du sol. Ben, c'est une catastrophe, on n'y arrivera jamais. Donc il faut, avec peut-être les exercices que je propose dans le livre, ou d'autres exercices qui pullulent partout, je n'ai pas évidemment le monopole de cela, eh bien, vous pouvez vous exercer à la prise de parole en public, à votre rythme. Et je le dis pour les jeunes, eh bien, la parole, c'est nécessaire et c'est pas difficile. Mais il faut regarder toujours le verre à moitié plein. Il ne faut pas regarder le verre à moitié vide. Encore une fois, je vous l'ai dit, la parole, c'est le deuil de la perfection. Et donc, ne regardez pas ce qui est imparfait. Regardez ce qui va de mieux en mieux. Après, rien n'est définitivement gagné. La parole ne se donne jamais définitivement. C'est à chaque fois un éternel recommencement. Et à chaque fois que je vais devant un tribunal, j'ai la même peur que la fois précédente. Et le jour où je n'aurai plus peur, je n'irai plus au tribunal. Parce que je considère que le trac est ce qui me permet de donner le meilleur de moi-même. En tout cas, ce dont je suis capable au moment X, avec mes capacités du moment. Mais véritablement, je crois que le trac, de ce point de vue-là, est plutôt une bonne nouvelle, hein, un bon signe, et c'est le signe du poids que vous accordez à la parole. Donc voilà, rapprochez les barreaux de cette échelle de la parole, et vous la grimperez avec bonheur. Et quand je dis la parole change la vie, moi je vous dis, je vais finir par ça. C'est pas que je le crois, c'est que je le sais. Parce qu'elle a changé la mienne. De tout au tout. Et j'étais vraiment un gamin ultra timide, j'étais vraiment au dernier rang. Je prenais jamais la parole, j'ai fait un exposé poussif, un concours de plaidoirie lamentable. Mais finalement, je me suis un peu poussé. Et après, c'est les hasards de la vie. J'ai aimé ça. C'est un peu la foi des convertis, en fait. Quand on a été converti récemment, on a une foi un peu ardente et on a envie de convertir les autres. Et c'est pour ça que j'ai commencé à enseigner la prise de parole en public, parce que ça a changé ma vie, du tout au tout. Et aujourd'hui, je crois, alors avec toutes les angoisses qui s'attachent aussi à la parole, je ne suis pas un apaisé de la parole, hein, je ne viens pas du tout vous dire qu'aujourd'hui je suis guéri et c'est fini et maintenant je prends la parole en toutes circonstances, avec aisance et panache, hein, pas du tout. Je suis au contraire dans le doute permanent. Et j'admire, et je redoute parfois ces jeunes qui ne doutent de rien. Je trouve ça un peu effrayant. Des gens qui, je vois, dans les écoles d'avocats, même à la fac de droit, ils ont déjà un avenir tout tracé. Alors, franchement, bravo. Moi, je ne sais pas du tout, je suis dans le doute, mais cette parole, elle m'a donné un tout petit peu de confiance en moi, un tout
petit peu d'image de moi. Encore une fois, tout ça est très friable, mais à tout le moins, ça me permet d'avoir une vie plus riche. Et en tout cas, ça m'a permis de passer la soirée avec vous. Alors, Monsieur Perrier, vous avez lancé nos entretiens d'ici pour cette année 2021-2022. Vraiment, merci beaucoup sur cette thématique du mot. Vous disiez tout à l'heure, quand on dit « je vais jamais y arriver ». Alors moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais élue à la culture depuis quelques jours, on arrive à l'auditorium avec Monsieur le maire. C'était un spectacle pour enfants. C'était un des premiers spectacles, le premier spectacle pour enfants. Et on s'assoit avec Monsieur le maire au premier rang. Et Monsieur le maire me dit « Fabienne, vous allez dire quelques mots. » Oui. Alors, j'ai tenté. Je lui dis « Non, mais Monsieur le maire, c'est vous. Enfin, vous êtes le maire. C'est vous qui... » Bon, ça n'a pas marché. Donc, il me dit « Non, non, Fabienne, c'est vous. » Et là, moi, j'avais rien préparé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Alors, je réfléchis rapidement. Alors, j'avais croisé un petit garçon dans les escaliers qui m'avait dit qu'il fêtait son anniversaire avec ses copains, qu'il était venu avec ses copains. Donc, je monte sur la scène avec le micro. Je ne sais toujours pas trop ce que je vais dire. Et donc, je parle de l'anniversaire de cet enfant. Donc, on lui chante joyeux anniversaire. Et puis, je parle du prochain spectacle pour les enfants, du programme, etc. Et puis, tremblante, je retourne m'asseoir. Monsieur le maire dit rien, donc je le regarde, je dis « Monsieur le maire, si vous dites rien, c'est que ça va ou... » Il a toujours rien dit, mais je pense que ça a été. Et en fait, ça m'a fait penser à ça, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que plus on se retrouve en situation, plus on le fait, plus on tente, plus on teste, plus on y arrive. Et finalement, ce que vous disiez par rapport à l'école tout à l'heure, par rapport au grand oral ou par rapport au Collège de la Paix, quand vous donniez cet exemple-là, finalement, plus on est en situation, plus on nous permet d'être en situation, plus on va se tester, plus ça va peut-être marcher, peut-être pas, peut-être... et voilà, et on voit, et c'est comme ça qu'on avance. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous avez dit, ce soir. Peut-être que vous avez quelques questions dans la salle. Je vais juste rebondir sur ce que vous dites, si vous le permettez. Je vous en prie. Et ça me permet juste d'ajouter quelque chose, c'est la minute pédago. La minute pédago, vous allez voir, ça va bien se passer. C'est du grec, mais c'est pas grave. Parce qu'en réalité, ceux qui ont inventé la parole, c'est les Grecs et les Romains. Nous, on ne fait que ressasser depuis 2500 ans ce qu'ils ont inventé. Et je dis ça pour vos prises de parole. En réalité, la trilogie magique de la parole, c'est ethos, pathos, logos. Alors ne partez pas, ça fait pas mal. Le logos, vous savez tous ce que c'est la parole. Et la parole, disent les Grecs anciens, c'est le résultat de la tension entre l'éthos et le pathos. Et donc l'éthos et le pathos, c'est les deux questions qu'il faut vous poser avant que vous preniez la parole en public. Et c'est exactement instinctivement vous aviez évidemment la pleine conscience d'éthos, pathos, logos parce que vous lisez Aristote, mais vous avez posé les deux bonnes questions de l'éthos et du pathos. Donc avant toute prise de parole, demandez-vous deux choses. L'éthos, c'est quelle est l'image que je veux donner de moi? Comment je veux qu'il me trouve? Et donc, est-ce qu'il me trouve drôle? Est-ce qu'il me trouve crédible? Est-ce qu'il me trouve compétent? Et c'est pas toujours la même image que vous voulez donner de vous. Parfois, vous voulez donner l'image de quelqu'un de sympathique, quelqu'un de courageux. Voilà. Donc la première chose, c'est quelle est l'image que je veux donner de moi? Ça, c'est l'éthos. Et le pathos, c'est pas du tout le pathos au sens pathologique, ou pathogène, ou pathos. Voilà. C'est les passions de l'auditoire, c'est-à-dire à qui je parle. Et quels sont les arguments qui peuvent percuter chez eux? Quel est mon public? Et donc instinctivement, vous vous êtes dit, je veux donner de moi l'image de quelqu'un de sympathique, et j'ai face à moi un auditeur de jeunes gens dont l'un fête son anniversaire. Vous aviez tout compris. Alors j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que, en fait, et je parle en regardant Alain, qui est notre élu au Clavim, j'ai été animatrice et directrice au Clavim. Alors évidemment, j'avais eu une bonne formation. Est-ce que vous souhaitez poser des questions ou vous souhaitez faire quelques commentaires? Je vous en prie. Non! Mais non! Attendez. Pardon. Non, on arrête tout. Mais je pense qu'elle peut être assez
Par contre, pensant à vos anciens instits, mon Dieu, que vous deviez être bavard. Mais alors, attendez, non, parce que là, attendez, vous en avez trop dit ou pas assez. Donc, quelle année? Oh non, mais moi, je ne sais pas. Alors, moi, j'y étais entre 80 et... Je suis né en 72, donc 78, 82. Alors, malheureusement, je suis arrivé un peu trop tard. Voilà, l'école de la mairie. Madame Quéron, Madame Grenon, Madame Mémin. Voilà. Eh oui. Non, mais elles étaient exceptionnelles. C'était des maîtresses, mais incroyable. Alors là, en termes de mots justes, alors là, je peux vous dire que c'était quelque chose. Si on n'avait pas le mot juste, c'était peut-être des méthodes un peu à l'ancienne, mais merci. Je suis très très heureux que vous vous soyez signalé. C'est une école très très chère à mon cœur, vraiment. J'ai une petite question. Si on prend le cas d'un orateur qui doit présenter sa situation, son projet, son travail, le pessimiste, le conservateur, il va faire ça timidement, il va présenter la bouteille à moitié vide. Puis l'optimiste, le fougueux, il va présenter la bouteille à moitié pleine. Est-ce qu'il n'y a pas un travers dans la rhétorique à vouloir enjoliver un peu la situation pour mieux convaincre? Est-ce que c'est pas plus simple de convaincre avec une copie, avec la bouteille à moitié pleine, qu'avec la bouteille à moitié vide? Est-ce que c'est pas une dérive un petit peu naturelle après ça quand on cherche à convaincre? Alors Alain. Alors, vous évoquez une question qui est absolument fondamentale et qui occupe beaucoup de place dans mon dernier livre, Sauf qui parle, qui est la question des biais cognitifs. Alors ça, c'est absolument fascinant. Qu'est-ce qui fait que nos travers, nos biais dans la perception du réel peuvent être mobilisés dans la rhétorique, c'est-à-dire non pas du tout dans l'éloquence, qui est, grosso modo, pour simplifier, la forme, mais dans la rhétorique, c'est-à-dire le choix des arguments. Et il est tout à fait certain, bien sûr, et que vous voyez que pour présenter un projet, on n'emploie que des mots positifs. Le lexique est composé de mots positifs et vous le voyez d'ailleurs dans le langage technocratique où les mots sont interchangeables, mais évidemment, si vous dites que ça ne marche pas bien, qu'on est encore en développement, non, on est déjà très avancé, les premiers essais sont très concluants, évidemment, dans le choix du mot, il y a évidemment de cela. Mais ça va bien au-delà. Je vais vous raconter quelques biais cognitifs, parce que ça me passionne. Pourquoi? Parce que, notamment, il y a une rhétorique qui m'a fasciné. C'est la rhétorique du Covid. Je trouve que se sont déployées des techniques argumentatives pendant le Covid qui étaient fantastiques. Par exemple, est-ce que vous savez ce que c'est que l'effet de simple exposition? L'effet de simple exposition, c'est que quelque chose que vous avez déjà vu vous paraît tout de suite plus sympathique. C'est la technique de la publicité. Quand quelque chose a été vu à la télé, c'est ça que vous achetez. Et donc, dans le champ de la rhétorique politique, eh bien, vous avez l'utilisation évidente de l'effet de simple exposition. C'est-à-dire qu'avant de vous confiner, dans les semaines qui ont précédé, le mot confinement est apparu. Subrepticement, pas dans la bouche de ceux qui avaient le pouvoir de le décider, mais simplement, petit à petit, par petites touches, on a vu le mot apparaître, de sorte que quand la chose est apparue, elle a été acceptée plus facilement. Ça, c'est l'effet de simple exposition. Vous avez tant d'autres et d'autres. Par exemple, le biais de confirmation. Vous savez que dans un discours, vous ne retenez que ce qui va dans le sens de ce que vous pensiez déjà. C'est fascinant. Donc, vous avez le biais de confirmation. Vous avez un autre biais, pardon, mais ça, je vais passer la soirée là-dessus, c'est fascinant. Le biais de disponibilité. Vous n'allez chercher les informations que parmi les premières disponibles. Et donc, c'est très important au regard des algorithmes des réseaux sociaux, parce que les algorithmes ne vivent que du fait de vous renforcer dans vos croyances, puisqu'ils calent les suggestions de sites que vous allez visiter sur ce que vous avez visité. Et donc, ça s'auto-entretient. Et donc, vous avez ce biais de disponibilité. Vous avez plein de biais cognitifs comme ça qui perturbent notre vision des choses, et notamment, effectivement, ce biais consistant à présenter favorablement, qui, en effet, sur l'interlocuteur, tord le réel, mais c'est une technique rhétorique. Merci. Oui. Oui. Tout à l'heure, j'ai dû accueillir la ministre des Armées, Madame Parly, qui est une femme charmante,
elle venait à notre palais des congrès, c'est pas Clamart, mais quand même, parce que le groupe naval tenait une grande session, tout le premier étage et tout le sous-sol. C'est quoi le groupe naval? C'est ceux qui n'ont pas réussi à vendre les 12 sous-marins. On n'a pas distribué des confettis, des langues de belle-mère et tout. Vous imaginez la scène quand même. Le jeune président, qui est le fils de M. Pommelet, grand directeur d'équipement, un mec remarquable. Et je lui dis, vous êtes le fils? Il me dit, oui. Eh ben, le pauvre, vous imaginez. Hein. Et même la ministre, parce qu'on en envoie de temps en temps au casse-pipe. Hein. Il fallait dire quoi? Que les Américains sont des salauds, que les Australiens sont des cons. Elle est passée à travers. Mais effectivement, quand vous avez une mission comme ça à assurer, c'est là qu'on est fort. Hein. Je ne dirai rien. Et non, mais par exemple, j'évoque ça parce que ça, c'est quelque chose que j'évoque vraiment dans Sauve qui parle encore plus. Et il y a quelque chose que je trouve fascinant dans le discours politique actuel. C'est pas du tout partisan, ce que je vais dire. Est-ce que vous savez ce qu'est la fenêtre d'Overton? Non. Alors, la fenêtre d'Overton, c'est fascinant. La fenêtre d'Overton, c'est le cadre des pensées qui sont à l'œuvre dans le champ politique. C'est ce qui est dissible, en fait. Et donc, vous voyez bien que la fenêtre d'Overton, elle varie. Et par exemple, en quelques temps, en quelques semaines, quelque chose qui était hors la fenêtre d'Overton, par exemple, le fait de confiner un pays entier, est très vite devenu à l'intérieur de la fenêtre d'Overton. En fait, la fenêtre d'Overton, il y a 6 étapes qui partent de inimaginable à mise en œuvre. Donc il y a inimaginable, extrémiste, acceptable, possible, souhaitable, mise en œuvre. Et donc, petit à petit, vous voyez qu'en réalité, quand vous parlez, vous voyez que des idées politiques qui étaient hier inenvisageables deviennent finalement assez normales. Ben, c'est la fenêtre d'Overton qui s'est ouverte ou qui s'est translatée. Voyez ? Et soyez attentifs. Il y a des idées qui hier apparaissaient invraisemblables et qui petit à petit rentrent dans la fenêtre d'Overton. Parce que petit à petit, elles deviennent radicales, possibles, souhaitables, avant d'être mises en œuvre. Oui. Vous avez parlé de biais cognitifs, ouais. Et du fait que le choix de nos mots révèle quelque chose de nous. Et moi, ça me fait penser au cadre de référence. Et je voulais savoir ce que vous pensez de l'expression typiquement française qui consiste à dire bon courage à tout bout de champ. Oui, alors ça c'est terrible, parce qu'on a ça dans les examens. Les jeunes maintenant, quand ils sortent d'un examen, ils disent aux examinateurs bon courage. C'est étonnant. Bonjour chez vous. Enfin, d'abord ils disent bonjour. Bonjour madame, ce sera pour une autre fois. Je dis ça au cas où tu es bien élevé puisque tu es lycéen, mais donc les mecs ils arrivent, ils disent bonjour. Bonjour mon chien. Bon. Et puis après, ils sortent et disent... Alors, il y a bon courage et il y a sa petite sœur qui est bonne continuation. Oui. Non, mais... non, mais il y a une sorte de compassion factice, en réalité. Non, mais il s'agit de créer... En fait, pourquoi est-ce qu'on vous dit bon courage? Je vais vous dire pourquoi je l'analyse. Je n'y avais pas du tout réfléchi. Mais, puisque vous m'invitez à réfléchir en direct à cette question, je considère que, en disant... bon courage. Vous tentez d'établir entre votre examinateur et vous, non plus un rapport hiérarchique de savoir, où il est votre examinateur, mais un rapport horizontal, où il en est ramené à sa fatigue humaine, et donc il n'est plus un examinateur, il est un être humain. Un examinateur n'a pas besoin de courage. Un être humain a besoin de courage. Et donc, quand vous dites bon courage
à quelqu'un, vous lui déniez son statut d'examinateur ou de supérieur hiérarchique, et vous le ramenez à sa condition d'être humain. C'est comme si vous lui disiez bon appétit. Parce que bon appétit, c'est quelque chose qu'on peut dire à tout le monde. Et donc, en réalité, vous cherchez, en souhaitant bon courage, à nier les statuts et à vous mettre sur le même plan que lui, dans une souffrance intime et personnelle que vous pouvez partager. Donc, c'est une sorte de façon de rétablir une égalité entre l'examinateur et l'examiné. Je ne passe pas aux examens, mais plutôt à la vie courante où c'est comme si chaque jour on avait besoin tellement de courage. C'était plutôt par rapport à... Ah, vous dites ça dans la vie de tous les jours ? Oui, les gens qui vous disent salut, bon courage, c'est lundi, bon courage. Tout est tellement... Non, je ne suis pas frappé par la permanence de cette expression, mais j'y ferai attention. Mais je voudrais revenir sur ce que vous dites, la prise de parole en public. Alors quand vous êtes jeune élu, ce qui ne m'est pas arrivé depuis très longtemps, on vous oblige, monsieur le maire vous oblige un petit peu à aller dans différentes formations. Alors vous avez des formations sur les finances municipales, ça c'est normal. Différentes formations sont comment fonctionne une municipalité, mais aussi vous avez un module qui s'appelle prise de parole en public, parce qu'on vous apprend à parler effectivement en public. Alors moi, j'avoue que j'y étais allé entrer dans un peu les pieds parce que j'ai dit j'ai l'habitude en entreprise de parler en public. Je parlais devant 150 ou 200 salariés. Donc je dis qu'est-ce que j'ai besoin de faire ? En plus, vous partez 2 jours, enfin bref. Donc j'y étais allé entrer dans les pieds. Ça fait bien longtemps. Et ça a un peu transformé ma vie d'élu. Parce que j'y ai appris beaucoup de choses. Non seulement j'ai appris à mieux m'exprimer, je me suis aperçu que je ne m'exprimais pas très bien. Mais en plus, on vous regarde vous exprimer, on vous filme, on vous corrige. Vous êtes aussi corrigé par vos petits copains à côté que vous ne connaissez pas forcément un comédien, c'était aussi un comédien qui tenait effectivement à cette formation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je la recommande effectivement aux élus. Alors à la fin de cette formation, on avait le maire, André Santini, qui venait, qui avait été... il ne faut pas l'oublier, ministre de la Communication, donc qui est quand même un expert en parole et en communication. Il vous donnait même des conseils sur les discours. Par exemple, pour un discours comme ce soir, il faut éviter de l'improviser. Il faut faire un discours écrit, parce que comme ça, vous dites exactement ce que vous voulez dire. Alors c'est un peu le contraire de ce que vous dites. Il ajoutait même avec une pointe d'humour, ne parlez pas plus de 4 minutes, parce que si vous parlez plus de 4 minutes, les gens regardent leur voisine, ils regardent un petit coup le buffet, donc parlez plus de 4 minutes, on vous écoutera pendant 4 minutes. Et j'ai toujours gardé cette chose en tête, et lorsque je parle en public, lorsqu'il m'arrive de parler en public, et Dieu sait si j'ai beaucoup parlé en public, eh bien je ne parle pas plus de 4 minutes. Et je voulais juste terminer sur les orateurs, parce que vous avez parlé de démocratie et orateurs. On s'aperçoit souvent que certains grands orateurs sont des dictateurs. Je ne citerai pas de nom, mais je voulais... Et ce que vous dites est juste à de multiples égards. Bien sûr, la parole est une arme. Et c'est une question éthique, et on en revient à la question morale. La parole est une arme. C'est une arme que l'on donne. Et quand je forme à la prise de parole publique, je ne conteste pas que je donne une arme. Et que cette arme, je ne sais pas comment elle sera utilisée. Et parfois, je vois des élèves qui, ensuite, utilisent ces techniques d'une façon qui me paraît redoutable. Donc, mais en même temps, en décryptant la parole, je donne aussi une arme pour ne pas être dupe de ces techniques et savoir les déceler et donc les déjouer. Et sur la question de l'improvisation, vous savez évidemment que Churchill dit que ses meilleures improvisations sont celles qu'il a le mieux préparées. Donc bien évidemment, il y a dans l'improvisation quelque chose qui relève aussi de la préparation. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, j'avais pas de notes, mais malgré tout, c'est un sujet auquel je réfléchis depuis des années, et donc même si je n'avais pas formalisé quelque chose, je sais à peu près ce que je vais vous dire, même si parfois c'est un
peu chaotique. Mais bien sûr que... et puis, évidemment, si le message est d'une telle exigence que vous ne pouvez pas vous permettre la moindre imprécision, vous imaginez bien qu'un télégramme diplomatique, on ne va pas l'improviser parce que sinon l'incident est proche. Donc bien évidemment, il y a des situations où on ne peut pas improviser. Vous savez d'ailleurs qu'il y a une situation où je crois, monsieur le maire, mais vous savez ça peut-être mieux que moi, l'étiquette interdit l'improvisation, c'est l'éloge funèbre. Parce qu'on ne saurait briller sur le dos d'une personne décédée au prétexte d'un enterrement. Et donc l'étiquette, je crois, interdit que l'on improvise un éloge funèbre. Mais sur votre formation à la parole politique, oui, bien sûr, c'est évidemment très, très important. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le temps que vous avez évoqué, c'est la dernière chose que je dirais, puis après je répondrai encore aux questions si vous le souhaitez. Il y a une étude qui a été faite récemment au Canada sur le temps d'attention des êtres humains. C'est évidemment très important, notamment, vous le savez, pour les vidéos YouTube, parce qu'il faut accrocher évidemment les gens. Et en fait, la première bifurcation d'une vidéo YouTube, c'est 8 secondes. Au bout de 8 secondes, les gens, si ça ne leur plaît pas, ils zappent. Donc vous voyez bien que la première sortie, c'est comme sur l'autoroute, la première sortie c'est 8 secondes. Après ça va être 30 secondes puis 2 minutes. Donc 8 secondes c'est ok, ça ne m'intéresse pas. 30 secondes c'est ça m'a lassé. Et 2 minutes c'est ok, c'est bon. Donc vous voyez que la capacité d'attention de l'être humain, vous disiez 4 minutes, c'est déjà considérable. Mais parce que ce sont des gens d'ici les Moulineaux. Ah là, on est passé de 4 minutes à 8 secondes. Il va falloir faire... à la Commission européenne, c'est 1 minute de temps de parole. Donc, il y a un exercice auquel... Mais vous savez qu'il y a un exercice que je fais faire à mes élèves, que je propose dans le livre d'ailleurs. Et c'est... il y avait eu sur Twitter un hashtag qui avait tourné, qui était chef-d'œuvre en 10 mots. C'est-à-dire de résumer tous les grands chefs-d'œuvre de la littérature en 10 mots. C'est amusant et c'est difficile, mais par exemple, Madame Bovary, elle s'ennuie, elle le trompe, il meurt, elle s'en va. Question ? Alors, je suis absolument d'accord avec vous. Ça me mène à parler d'une toute petite notion, monsieur le maire. Je suis très bref. Je vous sens impatient. Non, mais en fait, dans l'oralité, il y a évidemment une phase qui est essentielle. Et puis, finalement, c'était la question du mot juste. Donc, finalement, on va boucler avec cette question du mot juste. En fait, les Grecs disaient que la construction d'un discours, ça se faisait en 5 temps. Ça va aller très vite. Le premier temps, c'est l'invention. L'invention, c'est je cherche mes idées. Ok ? Ensuite, il y avait, et c'est le mot que vous évoquez, la question de l'élocution. L'élocution, c'est je choisis les mots qui vont incarner mes idées. Et donc, c'est très important. Ensuite, la disposition, c'est-à-dire choisir un plan. Puis, la mémoire, c'est-à-dire être capable de mémoriser pour ne pas lire ou tout lire. Et ensuite, l'action, c'est-à-dire l'action oratoire. Mais ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle l'élocution. Et ça me ramène à vraiment une toute dernière chose qui me fascine. C'est les plumes d'hommes politiques. Vous avez peut-être une plume, et c'est parfaitement légitime. Et alors, je vais vous conseiller un ouvrage, tiens, là-dessus, qui n'est pas de moi, mais que j'adore, qui est pour moi l'ouvrage clé sur la prise de parole publique. Vous achetez très bien, évidemment, en priorité, mais l'autre est bien aussi, mais son auteur est mort, donc vous n'avez pas de dédicace. Et il parle de cette question de écrire pour quelqu'un. Et écrire pour quelqu'un, moi, ça me fascine, parce que c'est quasiment être dans une intimité physique avec la personne. J'écris pour quelqu'un, et j'écris quelque chose que moi, je pourrais dire. Mais si j'écris pour quelqu'un, d'abord,
je lui donne toutes mes trouvailles. Je n'existe pas. J'ai eu la plus belle formule, elle est pour lui. Donc il y a un renoncement à soi qui est formidable. Et puis par ailleurs, est-ce qu'il saura le dire? Avec son souffle, avec sa prononciation, avec ses hésitations. Est-ce qu'il saura l'incarner? Je me vois totalement incapable d'écrire une plaidoirie pour quelqu'un d'autre. Ça supposerait une intimité charnelle quasiment avec celui qui va la porter. Et c'est pour moi vertigineux. Et c'est ce que dit par exemple, et ça vraiment c'est un conseil de lecture, enfin moi c'est un livre qui a changé ma vie, hein, donc je vous le donne. Indépendamment évidemment de Sur le bout de la langue, qui est un livre exceptionnel. Oh tiens, c'était pour vous. Ouais, oui, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je... Bah oui, c'est pas une blague. Et donc, ça c'est vraiment quelle ironie. Donc, tout ça pour dire que ce livre que vraiment je vous recommande a été écrit après la guerre par un avocat qui s'appelle Jacques Charpentier. Et ce livre s'appelle Remarques au pluriel sur la parole. Véritablement dans un style absolument exceptionnel, il parvient en une centaine de pages à synthétiser tout ce qui est ma conviction sur la parole. Donc vraiment, c'est un livre exceptionnel. Il était complètement introuvable et avec un ami professeur de droit, on l'a réédité parce qu'on considérait que c'était vraiment... Enfin, moi, je l'ai eu en photocopie. Enfin, c'est vraiment voilà, quelque chose de vraiment incroyable. Et voilà, donc lisez Remarques sur la parole. Et notamment, il a cette formule sur laquelle on pourrait conclure cette rencontre, monsieur le maire, si vous le voulez, mais peut-être que vous avez une autre idée pour cela, où il dit justement dans le caractère éphémère de la parole qui naît et qui meurt en même temps, que la parole est une fusée dans la nuit. Monsieur Perrier, encore merci beaucoup. On ne se lasse pas de vous écouter. Merci d'avoir encore une fois lancé cette programmation culturelle autour des entretiens d'ici sur le mot, mais vous verrez qu'on parlera aussi tout au long de l'année aussi du silence. Ça fait partie de ce qu'on voulait évoquer, échanger avec vous. Le prochain entretien d'ici aura lieu donc le jeudi 18 novembre 2021 avec Dominique Volton sur le storytelling. Et nous étions contents avec Monsieur le maire de vous accueillir en vrai. On s'est vu pendant de nombreux mois, enfin on s'est vu de loin. On a essayé de maintenir cette continuité de service public avec des entretiens d'ici qui étaient en ligne, à distance, mais on est content de se retrouver tous ensemble. Et du coup, on va vous inviter à remonter pour les dédicaces et puis pour prendre un verre ensemble. On en est bien content en tout cas. Merci beaucoup à tous. La page que je préfère, c'est